quoi ça peut bien parler un bébé? Tantôt, je vous ai mentionné des émotions. Alors, j'ai catégorisé 3 grands types d'émotions que je rencontre souvent dans mon bureau. Alors, il y a les peurs, la colère et la tristesse. Dans mon bureau, les bébés n'ont pas tellement souvent l'occasion de prendre la parole. Alors, ils en profitent pour dire ce qui ne va pas, ce qui serait bien comme soutien. Alors, par exemple, pourquoi un bébé nous parlerait de la colère? Pourquoi il nous parlerait de la tristesse? Pourquoi il partagerait avec nous ses peurs? Ben, c'est tout simple, les bébés sont comme nous. Quand ils vivent ces émotions-là, c'est lourd et ils ont besoin de partager avec nous. Nous, comme adultes, quand on veut partager une émotion avec quelqu'un, si ça vous est déjà arrivé, je suis sûre que ça vous a fait un bien immense. Et les bébés sont exactement comme vous. Partager une émotion, c'est-à-dire la dire d'une façon claire et précise, a des effets extraordinaires. Donc, je dirais que dans 50% des cas des bébés que je reçois dans mon bureau, le seul fait de dire, de partager ce qui est lourd, que ce soit une émotion, une pensée, règle le problème, règle le symptôme. Alors, je veux vous dire que les peurs d'un bébé peuvent être beaucoup plus nuancées et beaucoup plus justes et précises qu'on le croit. Quand on parle des peurs de bébé, généralement on dit « un bébé, ça a peur d'être abandonné, c'est sûr qu'il est dépendant des soins des adultes, alors il est très vulnérable, c'est évident qu'il peut avoir des peurs. Mais je vais vous montrer à quel point les peurs de bébé peuvent être très nuancées et je vais vous montrer un peu comment on peut comprendre les causes. Alors, je vais vous parler de la petite Emma. Emma vient dans mon bureau avec ses parents, elle a 6 mois, et les parents l'amènent parce qu'elle pleure beaucoup, tant le jour que la nuit. La nuit, la seule façon dont les parents ont trouvé pour à la fois l'apaiser et à la fois prendre un peu de sommeil tout le monde, c'est de la mettre au sein. Alors, la petite Emma se réveille toutes les heures, chaque nuit depuis 6 mois. C'est vraiment pas facile. Durant le rendez-vous, ce qu'Emma nous apprend, c'est qu'elle a peur de perdre sa mère. On ne comprend pas pourquoi. Je demande aux parents, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que Emma a été hospitalisée? Est-ce qu'il s'est passé un événement? Ben non, il n'y a rien qui s'est passé. L'accouchement s'est bien passé, la grossesse était idyllique. Tout s'est bien passé depuis les derniers 6 mois. Mais grâce à la PAB, j'ai pu aller interroger la plus grande sagesse d'Emma, qui nous a expliqué un mot à la fois pourquoi elle pleurait tant, pourquoi elle avait tellement peur de perdre sa mère. Pour comprendre ça, on a dû revenir un peu dans son passé, dans un passé très précis que j'appellerais un legs transgénérationnel. Elle nous a donc parlé de ses ancêtres, de son histoire. Alors, on est allé dans sa lignée maternelle, on est retourné en arrière jusqu'à 7 générations. Et Emma nous a expliqué qu'à l'époque, il y a une jeune mère qui venait d'accoucher. Et pendant 2 jours, elle s'est vidée de son sang, tranquillement. Il n'y avait rien à faire. Et le bébé nouveau-né de 2 jours s'est retrouvé sans maman. Cette maman-là est décédée 2 jours après son accouchement. Et pendant les 2 jours, cette maman-là a vécu aussi la peur de laisser aller son bébé. Parce qu'il y a cette génération, un bébé qui n'avait plus sa maman, qui n'était pas allaité, ben avait peu de chances de survivre. Alors à la fois la mère a quitté son bébé dans l'insécurité de savoir je me vois mourir, je me vois confier mon bébé à mon mari, comment il va faire pour trouver du lait. Et à la fois ce bébé-là qui sent pendant 2 jours sa mère partir. Ça a été vraiment dur. Et tout ça, c'est transmis. Ces souffrances-là, ces traumatismes-là se sont transmis d'une génération à une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à petite Emma qui est dans mon bureau. Ce legs transgénérationnel
C'est un héritage, elle le porte, elle l'a en elle, et elle le vit. Elle l'a reçu. Et elle essaie d'en faire quelque chose. Elle essaie de trouver une solution, un baume, elle essaie de trouver la paix. Et grâce au fait qu'elle peut nous en parler de façon précise, le fait de le partager déjà allège cette lourdeur. Alors on a nettoyé tout ça. Et Emma a pu faire la paix et se mettre à dormir. Je vais vous parler maintenant d'un autre bébé qui avait peur, elle aussi, de perdre sa mère. Vous allez voir combien c'est très différent. Les causes sont tout autres. Je vous parle alors de Marie-Claude. Comme tantôt dans l'histoire d'Emma, l'histoire de Marie-Claude, vous pouvez la lire dans le livre La parole au bébé. Marie-Claude, c'est un petit bébé aussi. Un petit bébé âgé de quelques mois. Elle aussi pleure beaucoup. La nuit, c'est encore plus évident. Le jour, elle est dans les bras, elle est divertie, on joue avec elle, on la met dans le porte-bébé. Alors, ça paraît moins qu'elle est agitée. Mais la nuit, c'est là que ça se révèle vraiment. Les parents viennent parce qu'elle pleure vraiment la nuit. Quand un bébé vient me voir dans mon bureau, à cause d'un problème de sommeil, savez-vous ce que je commence à faire avec ce bébé-là? Je le félicite. C'est étonnant, hein? Je félicite le bébé, je le regarde direct dans les yeux. Je le félicite. Parce qu'il a réussi à trouver un moyen d'amener ses parents dans mon bureau pour leur faire savoir quelque chose d'important pour lui. Dans le cas de la petite Marie-Claude, elle nous a expliqué pourquoi elle avait peur, elle aussi, de perdre sa mère. La cause, elle nous l'a expliqué. Elle est aussi reculée dans son passé. Un passé moins lointain que celui d'Emma. Son passé, en fait, était prénatal. Elle nous a parlé du temps où elle était dans le ventre de sa mère. Dans le premier tiers de sa gestation, elle a passé un test. Un test tout banal, une échographie. Mais le spécialiste a détecté une anomalie. Alors il a dit, il faut revenir un peu plus tard pour passer un test un peu plus poussé. Et d'un test à l'autre, il y avait toujours des craintes. Et là, la tension montait. Les parents étaient inquiets. Et ensuite, quand tous les tests ont été terminés, il fallait attendre les résultats. Et tout ça a duré plusieurs mois. Juste l'attente des derniers tests a duré 3 semaines. Pour des parents angoissés qui se disent que peut-être que leur fille va être gisante sur un lit toute sa vie, peut-être qu'elle n'est pas viable. Le pronostic était vraiment lourd. Et ils étaient vraiment inquiets. Tout ça a duré vraiment longtemps. Au bout de toute cette semaine, le médecin les a rassurés. Monsieur, madame, n'inquiétez-vous pas, tout est négatif, c'est beau, votre fille va bien. Les parents étaient assez rassurés, pas à 100%. À leur insu, ils ont gardé une inquiétude. Mais surtout, le médecin, les parents, personne n'a pensé à aller rassurer le bébé. Personne n'a pensé à aller voir ce qu'on avait gardé, la petite Marie-Claude dans le ventre de sa maman. Elle n'avait rien perdu de toute cette tempête émotionnelle intense. Imaginez-vous, elle est dans sa mère qui vit une angoisse énorme. Ça sent tout, un bébé dans le ventre de sa maman. Et quand il est arrivé au monde, la peur l'accompagnait encore. Ses parents, à la naissance, quand ils l'ont vu, eux, ils étaient vraiment rassurés. Ils ont vu leur beau bébé en santé, toute ronde, toute belle, qui pleurait fort, qui tétait bien. Pour eux, maintenant, c'était réglé. Mais pas pour Marie-Claude. Parce que pendant sa gestation, quand les parents pensaient
bébé légume, pas de survie. Ben là, il pensait, ouais, ben on va mettre fin à la grossesse. Et dans sa tête, ma petite Marie-Claude comprenait, on va être séparés. Maman et moi, on va être séparés. Et ça, c'est resté. Et après sa naissance, il y avait comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Marie-Claude, qui était tout le temps là. À chaque jour, à chaque minute, la nuit, tout le temps. Marie-Claude se disait, c'est maintenant là, c'est dans une minute, c'est dans une heure que ça va se passer, que là, mes craintes vont se justifier et qu'on va être séparés, maman et moi. Personne n'avait pensé qu'un bébé avait compris des choses, avait ressenti, en avait gardé des émotions, des pensées fausses. Mais c'était là. Alors, tout ce qu'on a pu faire avec Marie-Claude, c'était bien simple. C'était rectifier ce qu'elle avait mal compris. Tout simplement lui dire en mots, en la regardant dans les yeux, puis en l'expliquant, en ressentant bien qu'on était rassurés. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je suis une pure étrangère pour Marie-Claude. C'est les parents qui l'ont rassurée. Pas dans mon bureau. Mon bureau, ça sert juste à permettre à faire le pont entre un bébé et ses parents. Alors, en 2 mots, je pourrais dire que je suis tout simplement une traductrice de bébé. Sur le bébé, je fais rien. Je soigne pas, je traite pas, je fais rien. Je fais juste dire des choses grâce à la PAB. Et ces choses-là proviennent de la plus grande sagesse du bébé. Une partie vraiment sage, comme en chacun de nous, mais présente aussi chez un bébé. Alors, ce qui est présent dans le bébé, je le mets en mots, tout simplement, pour ses parents, de façon à ce que par la suite, grâce à ces informations-là, les parents puissent revenir chez eux, dans leur quotidien, et appliquer ce qu'ils ont entendu comme information. Dans le cas de la petite Marie-Claude, ça a été de lui répéter, une fois de temps en temps, quand elle démontrait des signes d'agitation, combien ils étaient vraiment rassurés et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, parce que l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'était juste une petite interprétation fausse de sa part, et qu'il n'y avait plus aucun danger. Alors ils lui ont parlé de sa gestation, des tests, des résultats, tout ça, tout simplement. Et ils se sont bien aperçus que, doucement, quelques jours après, Marie-Claude dormait de plus en plus longtemps. Elle s'est rassurée. Elle a fait confiance à ses parents, elle les a écoutés. Un petit bébé à qui on parle peut écouter et comprendre des choses. Il y a une condition par contre. Quand on veut parler à un bébé, il faut ressentir profondément ce qu'on dit. Si c'est juste des mots qui ne sont pas appuyés sur un ressenti intérieur, ça ne passe pas. Ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. Alors quand on parle à un bébé, il faut le ressentir.